Et je crois qu'à l'époque, ce qui m'a dérangée et ce qui m'a manqué, c'est de me dire j'ai le droit de me reconvertir malgré les études que j'ai faites, malgré les études que mes parents m'ont payées aussi, parce qu'il y avait cette notion de responsabilité envers mes parents et envers ma famille qui a peut-être pas eu la même chance que moi. Bonjour, je m'appelle Charlène Villemer, j'ai 33 ans, j'habite à Paris et je me suis reconvertie dans le journalisme. J'ai été juriste pendant 5 ans. Super, merci Charlène. On va d'abord commencer par retracer ton enfance ensemble. Donc je vais d'abord te demander de m'expliquer où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as passé la première partie de ton enfance. Alors je suis née en Bourgogne, à côté d'Auxerre, dans le 89, dans l'Yonne, à la campagne. J'ai grandi dans un milieu plutôt ouvrier et rural et à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé avec mes parents dans le sud de la France. Donc j'ai la double casquette Calisson d'Aix-en-Provence et Chablis de Bourgogne. Et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer quel était le métier de tes parents ? Alors mes parents, ils ont commencé à l'usine tous les deux. Ils étaient ouvriers. Et ma mère, en fait, quand elle m'a eue, quand je devais avoir 3 ans, elle s'est reconvertie dans le commerce. Elle a resuivi un parcours. Mon père me gardait, elle suivait les cours du soir. Elle a monté un premier magasin, puis un deuxième. Et grâce à ça, à son expérience, en fait, on a déménagé dans le sud. Mon père, qui était toujours en usine, on a tous bougé ensemble. Et il s'est reconverti lui aussi dans l'artisanat, parce que c'est quelqu'un qui est doué de ses mains. Donc il exerce ce métier manuel et il a monté son entreprise dans le sud. Donc 2 reconversions qui ont finalement peut-être induit la mienne, qui m'ont inspirée. Voilà. Et est-ce que leur métier, ça t'inspirait quand tu étais petite ? Est-ce que par exemple, tu avais envie d'être ouvrière ou d'être commerçante ? Est-ce que ça te donnait des envies de métier quand tu étais jeune ? Alors pas du tout. Après, mes parents m'ont toujours inculqué cette notion du travail, la valeur de l'argent aussi, parce qu'ils venaient d'un milieu plutôt moyen, classe moyenne, mais vraiment moyenne, classe moyenne ouvrière. Donc cette notion de travail et de méritocratie aussi, elle a bercé mon enfance. Après, mes parents, j'ai jamais voulu être commerçante parce que j'ai toujours travaillé avec ma mère. En fait, j'ai commencé à travailler très tôt avec elle. Elle m'a initiée un petit peu à ça. Et je voyais quand même que c'était un milieu qui était assez compliqué parce que on a des traites à payer, les fournisseurs, et on n'a pas encore vendu sa marchandise. Donc j'ai tout de suite eu cette notion quand même que c'est un métier difficile. Voilà. Donc mes parents m'ont recommandé de faire des études, mon frère et moi, assez tôt, et ils nous ont plutôt guidés vers un métier confortable et sécurisant. Et ils te conseillaient un métier en particulier ou est-ce que c'était simplement pour eux le but, c'était que tu fasses des études ? Ils nous ont pas vraiment conseillé de faire un métier plus qu'un autre. Ils nous ont laissé le choix. Après, moi j'ai toujours aimé apprendre. Je me souviens en CM2, je voulais déjà savoir parler anglais. Donc la notion d'études chez moi, elle était là. J'ai toujours su que je voulais en faire. Après, quoi faire, ça c'était un autre sujet. Donc ils voulaient que tu fasses des études, mais est-ce que en tout cas quand tu étais dans la scolarité, on va dire obligatoire, de la primaire au lycée, est-ce que tu étais une bonne élève ? Oui, j'ai toujours été une bonne élève, spécifiquement en langue, français, un peu moins en matière scientifique. Ça n'a jamais été vraiment ma came, mais globalement ma scolarité s'est plutôt bien passée en termes d'études, d'apprentissage. Est-ce que tu peux me parler un petit peu peut-être de ta scolarité de la primaire jusqu'à ce que tu déménages, comment ça s'est passé pour toi ? Alors en primaire, moi j'ai été dans des classes à la campagne, c'est-à-dire que le CE2, le CM1 et le CM2 étaient réunis en une même classe. Donc il y avait cette notion peut-être un peu de Montessori où les grands formaient un peu les petits, on s'accompagnait et cet instituteur, toute la matinée et toute l'après-midi, faisait classe en même temps aux 3. Et ça, je trouve ça remarquable aujourd'hui. Donc, scolarité primaire dans un milieu rural, campagne, je crois que
beaucoup de monde n'a pas fait d'études après ça. Et on a déménagé une première fois avec mes parents en Bourgogne toujours. Donc là, on m'a inscrit en privé, dans un collège privé. Et c'est là où je pense que mon avenir s'est un peu plus dessiné. Parce que je rentrais dans un niveau qui était un peu plus élevé, voilà, un peu au-dessus. Et mon collège, globalement, moi j'en garde pas un très très bon souvenir, pas en termes d'études de prof, mais plutôt relationnel. Moi j'ai subi du harcèlement scolaire assez important au collège, donc c'est quelque chose qui marque, je pense, quelque part. Mais à cet âge-là, je pense qu'il y a cette notion de résilience où il faut qu'on avance. Et puis, il y a cette sensation aussi de culpabilité où on se dit non, moi, j'ai pas envie d'être la victime. J'ai même honte d'être la victime. Donc, j'ai un peu oublié cette période-là. Voilà. Et à la fin de mon collège, c'est là où j'ai déménagé avec mes parents. Donc, j'avais 15 ans et on est parti dans le sud de la France où j'ai fait un lycée à Avignon en internat. On habitait à 1 heure, donc mes parents m'emmenaient le lundi et d'autres parents venaient me rechercher le vendredi. Et mon lycée, globalement, s'est hyper bien passé parce que j'ai eu, moi, la volonté d'aller en internat parce que je suivais une formation classe européenne et j'avais envie de continuer au lycée. Donc mon lycée, j'en garde un excellent souvenir. Donc tu l'as dit, je reviens sur ton lycée, tu as dit que ça s'était très bien passé à l'internat. Quelle filière t'as choisi pour d'orientation au sein de ton lycée ? Alors j'ai choisi la filière ES parce que j'étais nulle en physique-chimie, donc c'était pas une éventualité pour moi de faire sciences. En revanche, j'ai choisi ES plutôt parce que c'était un bac généraliste et que je savais pas vraiment quoi faire non plus déjà à l'époque. Et est-ce que quand tu as choisi la filière économique et sociale, tu savais déjà ce que tu voulais faire après ton bac ? Pas du tout. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire par la suite. Je savais une chose, c'est que je ne voulais pas faire une école de commerce. Voilà, c'est la seule certitude que j'avais au lycée. Je me suis rapprochée du droit parce que j'avais une cousine en fait qui avait fait du droit. Non pas que j'en ai beaucoup parlé avec elle, mais pour moi c'était une bonne manière déjà de rebondir par la suite si jamais je voulais pas poursuivre dans cette voie-là. Personne ne m'a forcé à faire du droit et quand je suis arrivée à la fac, pour le coup, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça à partir de la 3e année. Les 2 premières années, j'ai pas trouvé un grand intérêt, c'est assez généraliste. Mais à partir de la 3e année, je me suis dit, ok, je vais pouvoir donner un sens à ma vie avec cette voie-là. Il y a cette chose de défendre et de bien connaître ses droits pour en faire profiter l'autre, en fait, qui ne sait pas forcément, ne serait-ce que lire ou écrire ou lire un texte de loi. Voilà. Et juste pour revenir sur l'école de commerce, pourquoi est-ce que ça t'attirait pas comme étude ? Je trouvais que c'était abstrait, l'école de commerce. Pour moi, je me disais, on paye une formation très très chère pour qu'on nous dise bon bah voilà, vous allez être formidable, vous allez faire des choses formidables, et je me retrouvais pas là-dedans. J'avais besoin d'avoir une stimulation intellectuelle dans mes études, voilà. Et peut-être que je me trompe, mais l'école de commerce, pour moi, c'était abstrait. On touchait peut-être un petit peu à tout, mais pas assez en profondeur. Et c'est pour ça que je voulais me lancer dans une voie, dans la filière du droit, où ça aurait pu être autre chose, une filière littéraire aussi. Et donc je reviens sur tes études de droit, donc tu as commencé à expliquer tes premières années. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle spécialisation tu as choisie quand tu étais en droit et pourquoi ? Alors au tout début, on choisit pas forcément de spécialité, on touche un petit peu à tout. Et surtout en droit, ce qui est important, c'est il n'y avait pas de compensation, de système de compensation ou de rattrapage à l'époque, moi quand j'étais à la fac. Donc il fallait gagner des points rapidement. J'avais choisi des matières où c'est pas quelque chose que j'aurais choisi aujourd'hui. J'avais pris finance publique, c'était pas quelque chose qui était palpable pour moi ou qui m'intéressait. Mais les 2 premières années, j'ai choisi ça pour gagner le maximum de points, ce qui m'a pas empêché de redoubler ma première année pour le coup. Ça aurait pu être peut-être ça aurait pu faire tilt dans ma tête en me disant c'est peut-être pas fait pour moi. Mais j'ai poursuivi et en 3e année, j'ai découvert le droit commercial. Et là où je ne voulais pas faire d'école de commerce, je suis tombée amoureuse de ce droit-là. Et qui est assez loin pour le coup, qui est quand même assez loin de l'humain.
Et pourtant, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai fait du droit à la base, c'était pour défendre l'humain. Mais je pense qu'à la fac aussi, on nous berce, pas d'illusions, mais on nous dit que c'est pas avec la veuve et l'orphelin qu'on va vivre. Donc, quand on a 20 ans, on a d'autres ambitions qu'à 30. Et à l'époque, moi, je voulais avoir un métier sécurisant, où je pourrais, ne serait-ce bien gagner ma vie, ou entre guillemets, gagner ma vie. Et ça renvoyait aussi à ce que mes parents m'avaient dit, où il faut trouver un métier sécurisant. Je pense qu'il y a de ça, même si vraiment on ne m'a pas forcé à choisir cette voie-là. Donc, droit commercial. Et est-ce que commercial, tu penses que c'est pas peut-être un peu lié au fait que ta mère soit commerçante et que tu as un peu baigné dans ce monde indirectement, on va dire? C'est possible, oui, c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup parlé à l'époque, c'était en effet le droit des sociétés, et j'en ai fait après ma spécialité. C'est certainement lié à l'activité de ma mère, oui, sans doute. Je vais passer directement au moment où tu as trouvé ton premier job en droit, donc en 2017. Est-ce que tu peux me raconter comment tu l'as obtenu, me redire que tu l'as eu en 2017, bien sûr, et m'expliquer ce que tu faisais là-bas, comment ça s'est passé globalement? Alors, j'ai obtenu mon premier boulot en 2017. J'avais 27 ans à l'époque, et mon premier job, je l'ai eu chez un promoteur immobilier. J'ai commencé chez un promoteur immobilier en tant qu'assistante juridique, parce que j'étais en stage en fait juste avant de trouver. Le stage se passait pas bien du tout. J'étais dans une structure où la directrice juridique était assez oppressante, assez stressée, donc elle me déversait aussi son stress, et donc je m'y retrouvais pas, j'étais seule, et je me suis dit que j'allais pas faire un stage comme ça pendant 6 mois. Donc je me suis dit, ok, je vais commencer par chercher un boulot. J'avais pas la légitimité de trouver un travail directement en tant que juriste, je pense. Donc je me suis dit, je vais postuler à des offres d'assistanat juridique et on verra bien. Et cette boîte-là, donc la première, recherchait justement un assistant juridique, mais avec un bagage de juriste, bac+5. Donc ils m'ont embauché en intérim pour faire les assemblées générales pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, ils m'ont proposé un CDI. Donc voilà comment a commencé mon aventure au sein de la promotion immobilière en tant que juriste corporate. Et ça t'a plu, en tout cas au départ, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais l'impression que c'était ta vocation, que c'était ta place, en tout cas dans les premiers mois où tu as exercé ce métier? Les premiers mois, j'avais vraiment l'impression que c'était ma vocation. Il y avait beaucoup de challenges parce que j'étais toute seule à reprendre ce service-là. Il n'y avait personne qui faisait du juridique corporate dans la société où j'étais. Donc, je me suis fait accompagner par un cabinet d'avocats au tout début qui gérait les dossiers. Et au bout d'1 an, j'ai repris la totalité du portefeuille des sociétés de l'entreprise. Donc, gros challenge quand même quand on arrive en tant que junior. Mais j'ai beaucoup appris et c'est grâce à ça, je pense que ça m'a plu les premiers mois. Après, au bout d'1 an, c'est là où ça a commencé un petit peu j'ai commencé à me poser des questions, déjà. Justement, ces questions, on y arrive. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles étaient ces questions? À partir de quand? Pourquoi est-ce que tu te les ai posées? Alors, j'ai commencé à me poser des questions à la fin de la période d'assemblée générale. Donc, dans le métier de juriste corporate, il y a une grosse période dans l'année, c'est les assemblées générales. On approuve les comptes des sociétés, on rédige tous les PV et tous les rapports de gestion. C'est un travail qui est assez conséquent. J'étais toute seule donc à le faire. Et à la fin de cette période-là, je me souviens, je l'ai dit à une collègue, mais je vais devoir refaire ça, tout ça l'année prochaine. Et il y a eu cette notion de routine qui a commencé à me déranger, qui m'avait jamais dérangée jusqu'à présent. Et là, cette notion de routine, cette petite graine, elle est venue germer dans ma tête à cette période-là. Et hormis la routine, est-ce qu'il y avait d'autres éléments, en tout cas à ce moment-là, où tu te disais en fait non, ça me plaît pas? Ça reste... C'est un métier quand même qui est assez administratif et rébarbatif, donc il n'y a pas de surprise. Et je pense que, avec le recul, c'est un métier qui est assez loin de ma personnalité. On est toujours un petit peu paradoxal. J'ai cette rigueur que j'ai bien aimée dans le droit et que j'aime aujourd'hui, toujours. Mais il manque un challenge, de la créativité et un peu de surprise dans le quotidien. Là, il n'y en avait pas. C'est un métier où il n'y a aucune surprise. Donc
je pense que déjà à l'époque, ça me posait problème. Et donc, c'est à peu près à ce moment-là que tu décides de faire un premier bilan de compétences. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce choix et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est ressorti de ce bilan? J'ai commencé par faire un premier bilan de compétences. Je me posais des questions, mais je me suis tournée vers un organisme gratuit parce que je ne savais pas encore où est-ce que je voulais aller, si j'étais sûre de me reconvertir ou pas. Et ce qui en est sorti de ce bilan, c'est que finalement, avec les études que j'avais faites, c'était une perte de temps et c'était dommage de gâcher tout ça. Ça m'a un peu déçue sur le coup. Je me suis dit, mais moi, c'est pas ce que j'attendais. Et en même temps, c'est à moi de choisir, bien sûr, c'est vrai. Mais j'ai été déçue par ce premier rendez-vous parce que moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est bah oui, tu as le droit. Tu as le droit de le faire. Et je crois qu'à l'époque, ce qui m'a dérangée et ce qui m'a manqué, c'est de me dire j'ai le droit de me reconvertir malgré les études que j'ai faites, malgré les études que mes parents m'ont payées aussi, parce qu'il y avait cette notion de responsabilité envers mes parents et envers ma famille qui a peut-être pas eu la même chance que moi. Je pense que j'avais ce poids-là à l'époque. Et est-ce qu'il y avait une phrase en particulier qu'on t'a dit pendant ce bilan qui t'a particulièrement marqué et qui t'avait particulièrement déçue? Pendant le bilan, la phrase qui m'a particulièrement marquée et aussi déçue, c'est vous avez quand même pas fait 6 ans d'études pour arrêter au bout d'un an de premier travail. Je commençais par changer de boîte. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais je crois que c'est pas ce que je veux, quand même. En fait, ça t'a conforté dans l'idée que t'avais déjà de non, mais je peux quand même pas déjà quitter mes études. En fait, ils ont fait que te conforter dans les pensées que t'avais déjà négatives au fond de toi. Ouais. Donc ça a rajouté. Je me suis dit bon, je suis un peu jeune encore, je vais peut-être pas me brûler les ailes et je vais changer de boîte d'abord. Et donc, t'as changé de boîte, t'as même changé de secteur en 2020. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que t'es partie et est-ce que les questionnements sont partis parce que t'as changé de boîte? Alors, je suis partie dans un tout autre secteur, dans l'agroalimentaire, dans une petite structure où, pour le coup, le bien-être au travail était très présent. J'ai passé 2 ans là-bas et au bout des 6 premiers mois, malgré l'environnement très bienveillant et le confort, parce que c'était quand même une société dans laquelle j'étais très confortable, l'équilibre vie perso, vie pro était parfait. L'entente avec les collègues se passait hyper bien. Mais au bout de 6 mois, c'est revenu tout de suite. J'ai recommencé à avoir cette notion de routine qui me dérangeait énormément. Et surtout, à cette époque-là, j'ai eu 30 ans. Et je crois que tout ce que j'avais accumulé jusqu'à présent, les choses dont je n'avais pas forcément parlé, peut-être le renvoi au trauma de la vie, en fait, tout est ressorti. J'ai eu comme un flot de... C'est comme si le sol, en fait, il se dérobait sous moi. Je me retrouvais nulle part. J'ai eu une crise existentielle à mes 30 ans. C'est-à-dire que je n'avais pas anticipé. Autant au travail que dans ta vie perso, tu étais perdue? Ah, ça a été un chamboulement total. Alors que dans ma vie perso, s'il y avait bien une chose dans laquelle j'étais en phase, c'était bien ma vie perso. Mais la vie pro, elle est aussi importante que la vie perso. En fait, elle déteigne l'une sur l'autre. Et je l'ai vraiment vu à ce moment-là. J'étais en chamboulement total, en perte de sens, et je ne savais plus du tout ce que je devais faire, ni où je devais aller, quoi. Et on va dire cette perte de repères, comment est-ce qu'elle se traduisait chez toi? Est-ce que tu étais triste, en colère, stressée au quotidien? Comment est-ce que tes proches, par exemple, pouvaient le voir? Est-ce qu'ils avaient l'impression que tu étais plus tendue que d'habitude ou je sais pas? Je pense que j'étais en phase sommeil. En fait, j'étais éteinte. C'est une de mes collègues, notamment, qui m'en a parlé lors d'un déjeuner. J'ai la parole assez libre, donc c'était pas une surprise que j'étais pas très épanouie dans mon travail et ça commençait à vraiment se concrétiser. Et une de mes collègues, un midi, me dit « Écoute Charlène, en fait, je pense que ce travail, ce métier-là ne te rend pas heureuse. En effet, depuis que tu as été embauchée, j'ai vu ta personnalité changer et surtout s'éteindre à petit feu. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Et pourquoi je continue? Pourquoi je continue à le faire?
il faut que je fasse quelque chose. Et ça a été le déclic. Il y en a eu d'autres, mais c'est l'un des déclics que j'ai eu quand même. Et donc, le déclic, ça a été de refaire un autre bilan de compétences. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer qu'est-ce qui t'a remotivé à refaire un bilan de compétences alors que tu n'avais pas été satisfaite de la première expérience que tu avais eue? Parce que cette fois-ci, j'étais vraiment décidée à changer de voie. Donc, à partir du moment où c'était acté pour moi, j'avais plein d'idées. Je savais ce que je ne voulais plus. Je ne savais pas encore ce que je voulais, mais j'avais des mots-clés, des idées. Et j'avais déjà commencé en parallèle de mon travail à faire un bilan, moi, de ce que j'aimais bien faire. Et dans le métier de juriste, ce que j'adorais, c'était l'investigation et le fait de rédiger des newsletters chaque semaine. Donc, finalement, ce travail de rédaction, de recherche, d'investigation, il était quelque part déjà présent. Donc, je me suis dit, je vais faire appel à un bilan de compétences pour m'aider à détricoter et faire le tri dans mes idées. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché une agence. Et cette agence, c'est laquelle? Comment tu l'as trouvée? Explique-moi. Alors ça a été très compliqué de trouver une agence de bilan de compétences. J'ai cherché pendant très longtemps. À chaque fois que je voyais quelque chose, je me renseignais un petit peu sur l'agence et je trouvais que les profils allaient être encore ressembler sensiblement au premier que j'avais eu. Et j'avais peur qu'ils ne sachent pas encore m'orienter. Je trouvais ça un peu poussiéreux, pour être honnête, ce milieu-là. Donc j'ai poussé un peu mes recherches en regardant un peu plus sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur l'agence Garance et moi. Ce qui m'a plu en fait et ce qui m'a convaincue de partir avec eux, c'est que Garance, donc la créatrice de Garance et moi, comme moi, elle a essayé en fait de rentrer dans le moule avant de se reconvertir et je me suis retrouvée dans ce profil-là. C'est pour ça que je me suis dit, c'est avec eux que j'ai envie de faire mon bilan. Qu'est-ce que tu entends par rentrer dans le moule? Qu'est-ce qu'il y avait comme similitude entre vos deux parcours exactement? Avant de se reconvertir, elle a essayé... elle s'est dit... Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, avant de me reconvertir, c'est pas normal que ça me plaise pas, c'est pas normal que ça aille pas, alors que j'ai un CDI, j'ai un métier confortable, j'ai des collègues sympas, j'ai une boîte cool, j'ai fait les études que je voulais. La matrice, enfin il y a un problème dans la matrice, il y a un bug. Donc je me suis dit que c'était moi le problème et qu'il fallait absolument que j'essaye de rentrer et que je m'épanouisse dans le métier avant de changer de voie. Et Garance, en lisant les témoignages, elle a ressenti la même chose et avant de se reconvertir, elle a essayé, coûte que coûte, de se dire non mais il faut que j'essaye. Et avant de repartir sur le bilan de compétences, je reviens juste sur ce que tu viens de dire. Comment tu as réussi, toi, à te dire que en fait, c'était pas toi le problème? Comment ça a cheminé en fait dans ta tête? Alors, j'ai réussi à me dire que c'était pas moi le problème en parlant et en libérant la parole avec mon entourage. Je me suis rendu compte finalement que la préhension que j'avais à avouer à ma famille que je voulais absolument me reconvertir, ça a été mes premiers soutiens, en fait, mes proches, à me dire, oui, c'est vrai qu'on ne sent pas épanoui dans ce secteur-là, on ne se sent pas épanoui dans ce métier. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu as fait les études que tu voulais, tu as essayé, tu as toutes les cartes en main pour essayer autre chose. Et ça m'a déculpabilisée, en fait. Donc, je reviens sur ton bilan de compétences. Une fois que tu as commencé ce bilan, en quoi est-ce qu'il a été différent de ta première expérience, du premier bilan de compétences que tu avais fait? Déjà, ce qui a été différent par rapport à ma première expérience, c'est qu'avec Garance et moi, j'ai pu choisir mon coach. Il y a un panel de coachs avec des expériences différentes et on peut vraiment le choisir, alors que la première fois, il m'avait été imposé. Je pense que c'était ça la première faille, en fait. Et Garance et moi, j'ai choisi un coach, une coach, c'est exclusivement des femmes, qui était dans le secteur digital, de l'art, et je me suis dit, elle a un profil dynamique, atypique, elle au moins, elle me dira pas, non, il faut absolument que tu restes dans le métier que tu n'aimes pas.
c'est comme ça que je l'ai choisi. Et qu'est-ce que tu as aimé alors chez elle? Est-ce que tu avais l'impression d'avoir fait le bon choix? On a toujours le choix de changer, même après la première séance avec Garance. Moi, tout de suite, j'ai été convaincue parce que j'ai trouvé qu'elle était très à l'écoute, disponible et surtout, je sentais qu'elle allait apaiser mes idées. Voilà, moi j'ai un tempérament où ça explose. Enfin, j'ai plein d'idées à la minute et j'avais besoin de quelqu'un pour canaliser tout ça. Et c'est ce que j'ai retrouvé en face de moi. Donc ça a été parfait comme choix. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ensemble pendant ce bilan et qu'est-ce qui en est ressorti en fait à la fin? Alors, les premiers temps, on a énormément de tests sur la personnalité, ce qui permet aussi d'acter le fait que pour le coup, le métier qu'on fait actuellement, il ne nous convient pas. Moi, je crois que j'avais quasiment zéro accointance avec le juridique et le financier, donc au moins c'était écrit, j'en étais sûre. Et il y avait un panel de métiers que j'avais jamais envisagé qui s'offrait à moi. La communication, agent d'artiste, le journalisme, l'investigation, enfin tout ça. Et ces tests, ça a été une première étape pour après refaire son CV et puis à la fin mettre en pratique ce qu'on idéalise, ce qu'on aimerait faire et la réalité du métier. Voilà. Si on envisage de se reconvertir et qu'on souhaite gagner 5 000 € par mois, il y a certains métiers où ça va pas être possible. Voilà. Et ça a été pour le coup, je trouve, une formation hyper complète, du début à la fin. J'ai été vraiment satisfaite et j'ai trouvé ce que je cherchais. En fait, ils t'ont jamais déconnecté de la réalité. Ils t'ont toujours dit, ok, ces métiers-là t'attirent, voilà ce qui peut t'attendre si tu vas là-dedans, c'est ça? Et mieux que ça, en fait, c'est vraiment dans la psychologie, qu'est-ce que tu attends en faisant ce métier-là? Et à partir du moment où c'est déconnecté de la réalité, ils sont là pour dire oui, mais pour le coup, ce métier-là, ça va peut-être pas être possible. Et toi, quand tu entendais parler de journalisme, communication, est-ce que ça te parlait? Enfin, ça a été le résultat des tests, mais est-ce que quand tu as vu le résultat, tu t'es dit « Ah mais oui, en fait, j'adore, ça me parle ces métiers-là ». Qu'est-ce que tu t'es dit quand ça est apparu ces compétences-là quand tu as fait un test? Quand j'ai vu journalisme et communication sur le test, j'ai pas du tout été surprise. Et je me suis même dit « Mais c'est évident. Mais c'est évident depuis très longtemps. » Donc, go. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà. Et alors, en démarrant mon bilan, en fait, j'ai eu une espèce de peur, c'était de ne pas trouver ce que j'allais faire à la fin du bilan. Comme je n'avais pas les idées encore très au clair. Et la coach, je me souviens, m'a dit, je pense que ça ira très vite. À mon avis, dans 2 semaines, tu auras trouvé. Et après les tests, en effet... J'hésitais encore entre communication et journalisme, rédaction web en fait au début. C'était vraiment ce que je voulais faire, et journalisme. Et après, il y a 2 missions de bénévolat qui m'ont aidée à faire mon choix. Et avant de partir sur ces missions de bénévolat, je reviens juste sur le fait que tu as dit que pour toi, journalisme et communication, c'était une évidence. Qu'est-ce qui était évident exactement? Qu'est-ce qui te parlait dans ces métiers-là? Pourquoi c'était une évidence pour toi? Parce que dans le métier de journalisme et communication, il y avait l'aspect créativité qui a été mis en sommeil jusqu'à présent en tant que juriste. Et en plus de ça, je pouvais fusionner la rédaction et puis la recherche, l'investigation. Et en fait, tout ça, c'était complémentaire. J'arrive donc maintenant sur les missions de bénévolat dont tu as commencé à parler. Donc, est-ce que tu peux me préciser que c'est quelque chose que tu as fait en parallèle de ton métier de juriste, tu as continué à devenir juriste et tu as fait des missions de bénévolat. Donc, je te laisse me préciser ça et me dire quelles étaient ces missions, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement. Alors, en parallèle de mon métier de juriste, j'ai pris 2 missions de bénévolat au cours de mon bilan de compétences. Une première mission en tant que rédactrice web pour un web média en ligne et une deuxième mission en tant que community manager pour gérer les réseaux sociaux d'une association. Parce qu'à la base, j'étais plus attirée peut-être par le côté montage de vidéos, dans la création. Donc, je me suis dit, ok, j'arrive pas à me décider entre les deux, je vais prendre ces 2 missions de bénévolat.
Et à partir de là, en fait, la mission de community management, je m'en suis un petit peu éloignée en me disant, je crois que je me vois pas faire ça tous les jours, ça me plaît, mais il manque quelque chose. Ce que j'aime bien en fait dans cette mission-là, c'est surtout de faire des interviews, d'interviewer les gens et de faire les montages vidéo après à partir de ces interviews. Et parallèlement à ça, ma mission de rédactrice web pour le web média, j'ai été vraiment happée par cette écriture journalistique qui jusqu'à présent m'était complètement inconnue. Et les premières missions m'ont vraiment confortée dans l'idée de faire ça par la suite. Donc c'est plutôt le journalisme pour lequel tu as penché? J'ai plutôt penché pour le journalisme par la suite, ouais. Donc voilà, donc comme tu l'as dit, tu fais ça en parallèle de ton métier de juriste. Donc à partir de quand et pourquoi tu as décidé qu'il était temps de quitter enfin ton métier de juriste? Alors ce qui m'a décidé vraiment à démissionner de mon travail, c'est lorsque j'ai été en arrêt après une opération chirurgicale, quelques jours. Pendant ces quelques jours off, je suis rentrée dans une introspection où je me suis dit, mais en fait, tu vas y retourner après. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que tu as vraiment envie d'y retourner? J'avais déjà plus vraiment d'envie de faire ce que je faisais, mais alors là, les quelques jours d'arrêt, ça a été vraiment le point final. Et donc, tu t'as déposé, enfin comment t'as fait? T'as déposé ta lettre, t'es allé voir, comment tu l'as annoncé en tout cas à ton travail? Alors, avec mon employeur, j'avais déjà été transparente, il savait que je faisais un bilan de compétences. Donc, amener le sujet de la démission n'a pas été un sujet trop compliqué. Évidemment, il y a toujours un peu d'affect dans une relation même professionnelle, mais globalement, j'ai été vraiment accompagnée par mon entreprise. J'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle avec ma boîte, mon ancienne boîte, et c'est ce qui m'a permis aussi d'envisager un peu l'avenir, parce que quitter son travail du jour au lendemain pour se reconvertir dans un métier où on n'est même pas sûr de s'épanouir, on ne sait pas. Une reconversion, c'est des montagnes russes et c'est l'inconnu, quelque part, c'est tout quitter pour l'inconnu. Donc, je voulais quand même préparer et assurer mes arrières. Donc, mon entreprise m'a accompagnée dans la rupture conventionnelle et on a trouvé d'un commun accord. J'ai fait un préavis qui était un peu plus long parce que je voulais m'engager à trouver un remplaçant et qui me laisse partir avec cette rupture conventionnelle. Donc ça s'est fait d'un commun accord en très bons termes. Et est-ce que, quand tu as parlé de la notion de partir vers l'inconnu, est-ce que tu as eu peur au moment où tu t'es dit, après ton préavis, ça y est, t'es plus juriste? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais confiante? Explique-moi un peu tes émotions. Quand j'ai quitté mon entreprise, en fait, j'ai pas ressenti de peur. J'ai pas eu le temps, en fait, de ressentir la peur parce que j'ai quitté mon travail le vendredi 30 septembre 2022 et le 5 octobre, j'étais déjà stagiaire dans une autre entreprise. Donc, ça a été assez vite et pour le coup, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et est-ce que tu penses que le fait que tes parents aient eux-mêmes des profils de reconversion, ça t'avait aidé à relativiser sur le fait de changer de vie? Je ne l'ai pas vu tout de suite pour le coup, mais avec le recul, je pense que oui, il n'y a jamais eu cette notion de risque chez moi, elle a toujours été, elle a jamais été un frein en tout cas. Dans ma famille, la notion de risque n'a jamais été un obstacle pour faire ce dont on avait envie. En revanche, il y a toujours eu cette notion de le faire en toute conscience. Donc, je le faisais, je ne savais pas où j'allais parce que je reprenais un stage dans un secteur tout nouveau, mais je m'étais organisée pour la suite. J'avais pris mes congés payés, donc j'avais quelques mois en tout cas pour pouvoir souffler et me consacrer pleinement à cette reconversion. Je passe maintenant sur justement ta vie d'après. Donc tu l'as dit, tu as été très rapidement en stage. Qu'est-ce que tu as fait après? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour te reconvertir? Je sais que tu as fait une formation, des cours du soir, plusieurs stages, tout en gardant le bénévolat. Est-ce que tu peux me garder un petit peu cette partie de ta vie qui a été assez intense pour changer de vie? L'année de ma reconversion, j'ai l'impression d'avoir fait les 5 ans
mes 5 années précédentes en une seule année. J'ai appris énormément. En effet, j'avais stage la journée, j'avais le bénévolat le soir, et après en parallèle, j'ai eu aussi les cours du soir qui se sont rajoutés à tout ça. Donc peut-être que c'est ce qui m'a permis à pas trop réfléchir et à pas trop anticiper ou réfléchir sur la peur de l'avenir, qui était encore inconnue à cette époque-là. Et après, je pense qu'il y a aussi l'environnement. Le stage que j'ai pris après mon premier boulot, je me suis retrouvée avec des vingtenaires à l'âge de 32 ans. Donc ça a été une immersion totale dans la génération après moi que je connaissais pas. Et tout ça, ça a été très enrichissant. Donc j'apprenais au quotidien. Je quittais un travail où j'étais à peu près sachante, je connaissais bien mon métier, et j'arrivais dans un tout nouveau secteur où mes co-stagiaires parfois étaient même plus formés que moi sur certains sujets, certaines technicités que je maîtrisais pas encore. Et je me suis vraiment mis dans la position, c'est comme si tu reprenais des études et tu étais à nouveau étudiante. Voilà. Et se dire je redeviens étudiante à 32 ans, comment tu l'as perçu? Alors, redevenir étudiante à 32 ans, ça peut être inconfortable. Et ça peut faire peur, ce que je peux comprendre. Après, je pense que je le faisais, j'étais émerveillée partout parce que je voulais absolument me reconvertir. Et donc, pour moi, je l'ai vu comme une seconde chance. Peu importe mon âge, en fait, ça s'est pas vraiment ressenti, paradoxalement. Je pensais que ça allait plus se voir que ça. Mais les co-stagiaires avec qui j'ai partagé mon stage, finalement, j'avais l'impression qu'on avait à peu près le même âge. Et ce qui a permis aussi de désacraliser ce stage à mon âge, en fait, c'est l'autodérision que j'en ai eue. Le premier jour de mon stage, je m'en souviens très très bien, j'ai un co-stagiaire qui est arrivé à mon bureau. Et sur mon bureau, j'avais pas encore de casier, donc j'avais mis mes petites affaires, quoi. J'avais des sachets de thé, un mug, voilà, j'avais fait ma petite place. Et je me souviens, il est arrivé à mon bureau, on s'est présenté et il m'a dit mais Charlène, t'es vraiment le cliché de la trentaine avec ton thé. Et je me suis dit sur le coup, mais il a tellement raison, parce que il y a une semaine, j'étais encore juriste avec mes collègues. Maman ou pas, mais mes collègues trentenaires où on se faisait des postés, etc. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire, cette première réflexion. Et ça m'a complètement détendue. Et donc après tout ce parcours, on va dire, de reconversion, cette année assez intense, aujourd'hui, maintenant, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais en tant que journaliste? Et depuis combien de temps t'es journaliste? Alors, l'année... Après le premier stage, j'ai enchaîné plusieurs stages en fait, avec les cours du soir toujours en parallèle. Ça a été une année extrêmement riche et c'est la raison pour laquelle j'avais pris les cours du soir. C'était pour pratiquer un maximum parce que j'avais quand même cette notion d'avoir plus de la trentaine et pour moi, j'avais pas de temps à perdre. Donc il fallait que j'apprenne vite et bien. Donc la meilleure manière pour moi d'apprendre, c'était le pratique. Ce dont j'avais manqué à la fac, avec un parcours plutôt très théorique. Donc là, pour cette deuxième chance, cette reconversion, je me suis dit, il faut absolument que tu pratiques, il faut que tu testes plusieurs entreprises, plusieurs boîtes. J'ai commencé par la presse web, mais j'avais dans l'idée quand même d'aller dans la radio. Donc après ce stage de 6 mois, j'ai fait un stage en radio de 3 mois. J'ai intégré une matinale et j'ai présenté des chroniques hebdo. J'ai été lancée comme ça au début. Ça s'est bien passé. Ils m'ont gardée depuis. J'ai enchaîné d'autres petits stages. Alors, dans d'autres missions, parce que c'est ça qui est incroyable avec le journalisme, en fait, c'est qu'il y a une diversité de postes dont il faut profiter au début quand on apprend. Moi, je me disais, je ne veux surtout pas me cantonner à un stage dans tel métier ou tel secteur. Je veux faire un stage en presse web, je veux faire un stage en tant que programmatrice à la radio, je veux faire un stage en tant que journaliste radio. J'ai besoin de tester plein de choses pour pouvoir cette fois ne pas me tromper et choisir ce qui me plaît. Et à côté de ça, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait tenter de tout réunir dans le journalisme. Donc
Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis pigiste et je travaille pour plusieurs médias. Et je fais autant de l'animation que du journalisme, on va dire radio, présentation de Flash Info. Et je continue à pratiquer des interviews et à écrire aussi des articles en parallèle et présenter des chroniques. Et en fait, tout ça, c'est exactement ce que je voulais et c'est la flamme qui m'anime au quotidien. Depuis ma reconversion, je n'ai jamais regretté d'avoir tout quitté. Et qu'est-ce qui t'avait fait, je reviens sur un moment ce que tu as dit dans ta réponse, qu'est-ce qui a fait que tu voulais tester la radio et que tu as adoré la radio plus que la... Enfin, même si tu aimes toujours la rédaction web, mais à l'origine, tu pensais faire que rédaction web, qu'est-ce qui a fait que la radio est arrivée ? Alors, la radio, elle est arrivée assez rapidement quand même dans la reconversion. J'ai été baignée dans cet univers de toujours écouter plus la radio que regarder la télé. Peut-être que ça a un lien, mais pas forcément. Ce qui a déclenché ça aussi, c'est lors d'une formation dans ma précédente expérience. J'ai fait une formation en prise de parole. Et la formatrice, en fait, au cours d'un exercice, me dit « Mais Charlène, en fait, tu as une très belle voix, il faut absolument que tu t'en serves. » On me l'avait déjà dit, mais ça avait jamais vraiment résonné comme là ça résonnait. J'étais déjà dans l'étape de me reconvertir, j'avais commencé mon bilan de compétences, j'étais quasiment à la fin du bilan. Et en fait, la phrase qu'elle m'a dite a résonné plus que d'habitude et je me suis dit, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà dit, pourquoi pas essayer le métier de la radio. Et donc, voilà comment la radio est arrivée. Je passe maintenant sur ta vie d'aujourd'hui. Donc tu l'as dit, tu es pigiste. Pigiste, c'est donc que tu es à ton compte. Est-ce que être indépendante, est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais ? Comment tu le vis aujourd'hui ? Parle-moi un petit peu de ce statut qui est différent de quand tu étais juriste. Alors, quand j'ai voulu me reconvertir à la base, initialement, je voulais être indépendante. Parce que je pense qu'au-delà de l'environnement professionnel, je voulais surtout quitter mon métier. Et au fur et à mesure de la reconversion, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien travailler avec des gens, travailler dans une équipe, travailler dans une société. Donc le statut de pigiste, en fait, il s'est plutôt imposé plus que ce que je l'ai choisi. Après, il est quand même encore différent du statut d'indépendant parce que pigiste, on signe des contrats, donc c'est des CDD, plusieurs CDD, mais c'est quand même des contrats, donc ça sécurise quelque part plus que lorsqu'on est indépendant et qu'on facture à une entreprise, ce qui est peut-être un peu plus précaire et moins sécurisant pour la suite. Mais en tout cas, ce qui me plaît dans ce statut-là aujourd'hui, c'est que justement, ça offre la possibilité de travailler pour plusieurs médias et de faire plein de choses. Et de garder une forme d'indépendance dans ce qu'on veut faire. Voilà, ça ne nous est pas imposé. On peut travailler pour tel média, tel autre, voilà, globalement. Et on en avait parlé ensemble au téléphone, tu me l'avais dit que aujourd'hui, ton salaire est moins élevé que quand tu étais juriste. Je te laisserai me le redire et aussi m'expliquer, est-ce que ça a été difficile de l'admettre ou est-ce que en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que c'est pas le plus important d'avoir un salaire aussi important que celui que tu avais avant ? Alors aujourd'hui, j'ai un salaire qui est moins élevé que ce que je touchais en tant que juriste. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel on doit se préparer et pour le coup, le bilan de compétences le fait très très bien. C'est cet aspect idéal et réalité. Je savais, en me reconvertissant, que j'allais toucher beaucoup moins que ce que je gagnais avant. Aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet pour moi parce que je me suis organisée dans la reconversion et le fait d'avoir négocié une rupture conventionnelle, ça m'a permis de toucher le chômage pendant quelques temps. Ça me sécurise encore un petit peu aujourd'hui. Donc, je suis pas encore dans la phase où c'est problématique au point de devoir peut-être renoncer à ce métier-là et me reconvertir encore une fois. On verra, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, gagner moins,
j'y trouve tellement plus ailleurs en fait en termes de sens au quotidien que le salaire. Forcément, on a besoin de gagner notre vie, mais il est dérisoire pour moi aujourd'hui parce que l'aspect intellectuel, il est là et c'était vraiment la chose que je voulais faire primer sur le reste. Mm. Et qu'est-ce que tu aurais à conseiller aux personnes qui ont peut-être peur de se reconvertir, toi, par rapport à ce que tu as vécu, là où tu en es aujourd'hui, ce que tu ressens, qu'est-ce que tu aurais à conseiller à ces gens-là, et notamment aux gens qui ont peur de ce retour à la case départ, entre guillemets, de repartir dans des études, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Je pense que pour le conseil que je peux donner, en tout cas pour les personnes qui hésitent à se reconvertir, c'est de tout envisager et de ne pas avoir peur de faire un bilan de compétences. Parce que justement, en fait, dans le cadre d'un bilan de compétences, on pense que tout le monde va se reconvertir, mais non, en fait, je crois qu'il n'y a que 30% seulement des personnes qui se reconvertissent. Donc, c'est hyper sain, en fait, de se remettre en question. Et moi, là où on me disait « t'es hyper courageuse de le faire », moi, je trouvais que c'était hyper courageux de rester et de subir le travail plutôt que d'aller ailleurs. Moi, c'était une nécessité pour moi de me reconvertir. Donc, après, je pense que pour le faire, il faut vraiment, vraiment bien s'organiser et il faut s'organiser et prioriser ce qu'on cherche. Voilà. Et peut-être aux personnes qui ont actuellement, comme toi, des croyances comme tu avais de « c'est moi le problème, faut pas que je quitte mon travail parce qu'en fait c'est moi le problème ». Qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Est-ce que tu leur dirais que ces croyances, elles sont fausses ? Enfin, dis-moi. Honnêtement, pour les personnes qui ressentent de la culpabilité de quitter leur travail, comme j'ai pu le subir, honnêtement, encore une fois, c'est hyper sain de se remettre en question et il faut absolument s'écouter. En fait, ce qui est malsain et ce qui est... c'est de la maltraitance envers soi-même de ne pas s'écouter et de se dire non, mais ça va passer, non, il faut absolument que je colle que je rentre dans telle case, que je colle parce que, en fait, les études que j'ai faites, je me l'impose parce que les études et le coût que j'ai pu coûter à ma famille ou à mes parents me l'imposent. Non, parce que le bagage qu'on a eu, les études qu'on a faites, elles vont toujours nous servir pour l'avenir. Ça, c'est indéniable. En fait, le passé qu'on a, il nous forge. Et je pense que à 20 ans, j'aurais peut-être pas été la journaliste que je suis aujourd'hui. Je pense que le passé, il sert toujours. Et je regrette pas du tout d'être passée par une étape juridique avant de faire ce métier-là aujourd'hui, parce que ça m'apporte autre chose. Et une dernière question. Je vais revenir sur cette notion de flamme que tu as mentionnée juste avant. Tu dis qu'aujourd'hui tu l'as retrouvée. Qu'est-ce qui te passionne justement ? Qu'est-ce qui te stimule au quotidien dans ta nouvelle vie ? Alors au-delà de l'avoir retrouvée, cette flamme, je pense que je l'ai même trouvée. Parce que pendant les 5 ans où j'ai exercé le métier de juriste, honnêtement, je pensais que je ne trouverais jamais ma flamme. Et ça me faisait d'autant plus culpabiliser que je me disais mais je pense que je mérite quand même un peu mieux que subir mon travail. Avec cette envie et ce dynamisme, j'ai envie de faire quelque chose et surtout j'ai envie de faire quelque chose de bien et d'utile. Voilà, j'avais cette notion d'utilité. Donc je l'ai trouvée, cette flamme, dans ce métier-là aujourd'hui. Et pour autant, même si c'est pas imposé, je pense qu'on a tous en nous-mêmes une part de... On a tous cette flamme quelque part. Alors il y a des gens qui la découvrent très tôt, d'autres qui la découvrent très tard, et puis il y a certains qui la découvrent jamais. Mais le fait de la trouver, c'est incroyable. Franchement, je le recommande et je le souhaite à tout le monde de trouver sa flamme. Et c'est pas grave de ne pas avoir fait les études pour, ou alors de ne pas avoir eu la vocation au départ. Parce que c'est ce qu'on entend toujours. Il y a des gens qui vous disent « Oui, moi j'ai su à tel âge, toute petite, je voulais faire ça, etc. » Et d'autres qui disent « Mais moi, je suis arrivée là sur le tard. » Mais c'est pas grave, on peut découvrir sa flamme à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge.